Merci Jean-Marc, merci à l'association Présence Philosophique au Puy de m'inviter je ne vais pas dire une seconde fois, parce que ça voudrait dire que ce serait la dernière, mais peut-être une deuxième fois. J'ai beaucoup de plaisir à venir ici. Juste une petite chose à ajouter, je tiens à souligner que j'appartiens à une association qui s'appelle Lève les yeux, qui fait de la sensibilisation à la déconnexion aux écrans. Et c'est en tant que membre actif de cette association que j'interviens. On est bon pour le son? Ouais, tout le monde m'entend? Bon, ok. Et donc oui, le thème de ma conférence d'aujourd'hui, c'est une déclaration, pour l'instant je ne vous dis pas qui l'a prononcée, mais ça arrive bientôt. C'est une déclaration, c'est la déclaration suivante: notre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil. Alors je vais commencer par une réflexion qui vient de la Société du spectacle, donc de Guy Debord. Et Guy Debord, dans la thèse 54 de la Société du spectacle, écrit, alors c'est pas une citation exacte, mais disons dit que tout ce qui apparaît dans le spectacle apparaît au prix du renversement de son sens. Bon. Du coup, ça signifie que dans le spectacle, et on peut dire par exemple dans les médias, quand quelque chose est dit, quand quelque chose est prononcé, on peut faire l'hypothèse qu'il s'agit d'une inversion, un renversement de ce que cette chose est réellement. Je vais tout de suite vous donner un exemple. Les influenceurs, certains influenceurs récemment ont fait paraître une tribune dans laquelle j'ai vu apparaître cette déclaration. Donc c'est une tribune qui visait à exprimer leur mécontentement vis-à-vis d'une loi destinée à encadrer un petit peu plus rigoureusement le travail des influenceurs. Et donc, dans cette tribune, je suis tombé sur cette déclaration: nous ne sommes pas des panneaux de publicitaires ambulants. Bah si, excusez-moi, mais si. Alors, bien sûr, il y a des influenceurs qui font un travail de qualité, rigoureux, mais disons-le concrètement, ce sont des panneaux perfectionnés de publicité, perfectionnés, ambulants. Vous voyez ? Tout ce qui apparaît dans le spectacle apparaît au prix du renversement de son sens. Mais, et c'est pas mal quand on a fait une thèse sur Guy Debord, parfois c'est pas le cas. Donc c'est-à-dire c'est pas mal en fait de remettre en question ce que Debord dit, et parfois c'est pas le cas. Et parfois ce qui apparaît dans le spectacle apparaît réellement. Il n'y a pas de renversement, il n'y a pas d'inversion. Alors la dernière fois que j'ai eu cette impression, c'était en écoutant Bruno Le Maire, parce que j'adore écouter Bruno Le Maire, c'est vraiment une de mes passions. Et Bruno Le Maire était interviewé par France Info suite à, vous savez, la dégradation de la note de la France par l'agence de notation Fitch. Passer de A+, à je sais pas. Et là, Bruno Le Maire a dit quelque chose qui n'était pas du tout une inversion de la réalité, c'était la réalité telle qu'elle était. Et il a dit: la France est une nation compétitive qui pourra emprunter, qui pourra continuer à emprunter sur les marchés européens. Et bien là, vous aviez l'un des secrets, peut-être même le secret fondamental de la réforme des retraites. Il s'agit rien de moins que de satisfaire les marchés financiers au niveau européen pour pouvoir continuer à emprunter à des taux intéressants. Donc là, vous voyez, il n'y avait pas de renversement du sens, c'était dit tel quel. Je vous parle de tout ça parce que il arrive parfois que des responsables politiques ou des capitaines d'industrie disent la vérité. Et c'est le cas de Reed Hastings. Alors Reed Hastings, c'est le PDG de Netflix. Et c'est lui qui a déclaré: notre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil. C'est vrai. C'est vrai. Ça a le mérite d'être clair et franc. Alors non seulement ça correspond à ce que, je crois, on peut se dire intuitivement. Plus nous regardons de séries, plus la qualité de notre sommeil en pâtit. Intuitivement, j'imagine qu'on peut tous et toutes se dire ça. Mais surtout, ça correspond à une réalité scientifique, puisque selon toutes les études parues à ce propos, nous dormons de moins en moins et de moins en moins bien. Le sommeil est donc affecté
directement, dans sa quantité et sa qualité, par la surexposition aux écrans. À ce propos, parce que je donne mes sources, vous pouvez aller regarder le livre de Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, page 296. Page 296 à 300, vous avez donc des pages qui sont explicitement consacrées à la question du sommeil, et le livre du docteur Anis Ducanda, à partir de la page 95, si je ne me trompe pas, qui également aborde cette question des conséquences de la surexposition aux écrans sur le sommeil. Bon, ça signifie tout ça que le capitalisme, parce qu'il faut bien le nommer, via Netflix, via les réseaux sociaux, via la pornographie, est bel et bien monté à l'assaut du sommeil. L'expression n'est pas de moi, elle est de Jonathan Crary, qui a écrit un livre qui a été traduit en français sous le titre 24/7, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le capitalisme à l'assaut du sommeil. Bon, on pourrait quand même nuancer dès le départ les propos de Reed Hastings, Reed Hastings, dont les initiales sont RH, comme ressources humaines, vous en faites ce que vous voulez. On pourrait nuancer les propos de Reed Hastings et lui rétorquer que non, le sommeil n'est pas son seul et unique concurrent, il y a aussi Pokémon Sleep. Alors ça, Pokémon Sleep, ça c'est formidable. Donc c'est une nouvelle application qui va sortir, qui va enregistrer le sommeil des gens qui disposent de l'application et ça libère des Pokémon. Voilà. C'est vrai, vous pouvez regarder Pokémon Sleep. Bon. Alors je veux faire une première remarque. Pourquoi est-ce que Reed Hastings ne veut-il pas nous laisser dormir tranquille? Qu'est-ce qui justifie cette temporalité 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifie une société dans laquelle la moindre parcelle de temps peut et donc doit être mise à profit? Parce que je crois que regarder Netflix avant de s'endormir, ou par exemple en faisant la cuisine, ou dans la douche, puisqu'il s'agit d'une pratique répandue, je crois que regarder Netflix ou toute autre plateforme, c'est faire quelque chose de similaire à consulter son smartphone pendant les trajets en bus ou en train. C'est classique ça maintenant, c'est le réflexe. Vous avez un petit temps mort, vous sortez votre téléphone. Pourquoi est-ce qu'il s'agit de quelque chose de similaire? Parce que si on y réfléchit bien, il s'agit de, alors sans s'en rendre nécessairement compte, mais il s'agit de convertir du temps vide ou improductif en temps profitable ou valorisé. Et il faut bien le dire, les industries numériques ont en horreur de constater qu'il existe encore, mais pour combien de temps, certaines temporalités qu'elles ne remplissent pas. C'est-à-dire qu'elles ne valorisent pas par la captation de l'attention, l'extraction et la revente des données. C'est ça qui rend le temps valorisé ou profitable. Vous sortez votre téléphone, le temps vide devient productif ou valorisé puisque vous émettez des données, ces données sont extraites et revendues au plus offrant. Et finalement, pour les industries numériques qui ont en horreur, je le disais, ces temporalités qu'elles ne remplissent pas, bien, le sommeil, vous comprenez bien que c'est quand même un gros problème. Le sommeil, donc l'existence même du sommeil, impose l'idée d'un besoin humain et d'un intervalle de temps qui ne peuvent être ni colonisés, ni soumis à une opération de profitabilité massive. Et c'est pour ça que le sommeil demeure, mais pour combien de temps, demeure encore une anomalie et un lieu de crise dans la société actuelle. Et c'est bien pour ça que pour Netflix, il s'agit du concurrent principal. Bon, ça c'est ce que je vais essayer d'expliquer pendant cette conférence. Et pour expliquer ça, je vais tenter de sortir du domaine de l'opinion ou des lieux communs. Et pour tenter de sortir du domaine de l'opinion ou des lieux communs, parce que finalement tout ce que je viens de vous dire, on peut s'en rendre compte en se renseignant un tout petit peu sur les industries numériques.
Mais expliquer ce qui pousse le capitalisme à monter à l'assaut du sommeil, ça c'est une autre paire de manches, et je crois que la philosophie peut nous aider dans cette démarche. Et donc pour expliquer quelle est la spécificité de l'approche philosophique, j'aimerais passer par une analogie. C'est une analogie qui m'a permis de comprendre pas mal de choses sur la spécificité de l'approche philosophique. Et donc voici cette analogie. Je pense qu'on peut comparer le rôle que joue un concept pour la pensée au rôle que joue un élément perturbateur dans un schéma narratif. Alors, qu'est-ce que c'est que le schéma narratif? Alors, le schéma narratif, c'est ce qu'on étudie en 5e, me semble-t-il, au collège. Et donc, c'est une sorte de structure, comme ça, un petit peu invariante, que vous trouvez dans de très nombreux récits venant de toutes les civilisations humaines, et donc qui prend cette forme. Vous avez une situation initiale où le héros, disons, est dans le confort de sa maison, et puis il ne veut pas quitter le confort de sa maison. Des éléments perturbateurs, donc ça c'est la deuxième étape du schéma narratif, des éléments perturbateurs qui vont forcer le héros à sortir de chez lui, à quitter le confort de sa maison, un déroulement avec des péripéties, des éléments ou un élément de résolution et une situation finale. 5 étapes. Situation initiale, élément perturbateur, péripéties, élément de résolution, situation finale. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'élément perturbateur? L'élément perturbateur, dans le schéma narratif, je vous le disais, c'est ce qui va forcer le héros à quitter le confort de sa maison. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a des aficionados du Seigneur des Anneaux dans cette salle? Non, si vous ne connaissez pas, maintenant vous connaîtrez. Voilà comment ça fonctionne dans le Seigneur des Anneaux, mais j'aurais pu prendre un exemple plus classique, par exemple l'Iliade, mais je préfère passer par le Seigneur des Anneaux. Bon, dans le Seigneur des Anneaux, vous avez un hobbit, donc c'est le membre d'un peuple fictif, qui s'appelle Frodon Sakay, et Frodon Sakay, il est peinard chez lui dans la comté. La comté, c'est le lieu dans lequel il vit. Alors il fume de l'herbe à pipe, il boit de la bière, il est content. Le problème, c'est que dans ce monde fictif, le Seigneur des Ténèbres se réveille. Et le Seigneur des Ténèbres, pour retrouver le pouvoir, a besoin de retrouver l'anneau unique. Pour retrouver l'anneau unique, il envoie ses 9 sbires, qu'on appelle les Nazgûl, essayer de retrouver l'anneau là où il peut être dans ce monde-là. Et ces 9 cavaliers de Sauron, donc le Seigneur des Ténèbres, attrapent Gollum. Gollum, c'est celui qui a eu l'anneau unique pendant 600 ans. Et torturant Gollum, Gollum leur dit « Sakay, la comté !» Donc les 9, et donc le Seigneur des Ténèbres, savent que l'anneau unique, il est dans la comté et que c'est un Sakay qu'il a. À partir de ce moment-là, ça c'est l'élément perturbateur. Parce que Frodon va être obligé de quitter le confort de sa maison, quitter la comté, pour se lancer dans une quête qui va le révéler en tant que héros. Donc l'élément perturbateur, c'est ce qui vient mettre le récit en mouvement. Si vous voulez, c'est Hélène, c'est l'un des éléments perturbateurs de l'Iliade. C'est ça qui va mettre le récit en mouvement. C'est ça qui... Bon. Eh bien, je crois qu'un concept, ça fait la même chose pour la pensée que ce que fait un élément perturbateur dans un schéma narratif. Un concept, c'est ce qui met la pensée en mouvement. Un concept, c'est ce qui contraint la pensée à sortir de chez elle et à quitter le confort des opinions et des lieux communs. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire dans cette conférence. Je vais mobiliser des concepts pour essayer de sortir du confort des opinions et des lieux communs et essayer de vous expliquer comment est-ce que le capitalisme a pu monter à l'assaut du sommeil au point que l'un des grands dirigeants d'une des principales industries numériques actuelles, Reed Hastings, ait pu dire « Notre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil ». Est-ce que ça va sur le niveau du débit? Tout le monde suit? On est bien? D'accord, oui. Alors, le premier concept à l'aide duquel je souhaite
mettre la pensée en mouvement. Donc l'élément perturbateur que je vais utiliser pour essayer de mettre la pensée en mouvement, c'est celui de marchandise, tel qu'il est exposé dans le Capital de Marx, au premier chapitre. Alors Marx, dans le Capital, présente la marchandise comme, et là je le cite, la cellule germinale de la société capitaliste. Il dit encore la forme élémentaire de la société capitaliste, et tout à fait explicitement, Marx dit que percer l'énigme de la marchandise revient à percer l'énigme du capitalisme dans son intégralité. Donc le concept de marchandise, il contient aux yeux de Marx le secret du mode de production capitaliste. Comprendre la marchandise, c'est comprendre le capitalisme. Et Marx dit, alors je ne sais plus si c'est dans l'introduction ou le premier chapitre, lecteur, accroche-toi parce que c'est pas très simple ce que je vais te dire. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Alors je suis désolé, ça va pas être. Je vais essayer de vous expliquer en gros le concept de marchandise, mais je ne peux pas le développer de manière très substantielle. Mais disons, voici ce que l'on peut en dire. On va partir de l'exemple que prend Marx. Alors je ne sais plus si c'est dans le Capital ou dans Salaire, prix et profit. D'ailleurs, je vous recommande vraiment la lecture de Salaire, prix et profit, paru aux éditions du Temps des Cerises. Et c'est une conférence qu'a donnée Marx, me semble-t-il, devant des ingénieurs et où il présente la majorité de ses concepts dans une forme très accessible. Et donc je vais prendre l'exemple qui prend, donc, me semble-t-il, dans Salaire, prix et profit, c'est l'exemple du tisserand. Et du tisserand qui produit des chemises. Alors, voilà ce qu'on peut en dire. Et partons déjà de ce que c'est, enfin, non pas de ce que c'est qu'une chemise, mais de la valeur d'une chemise. Bon. Je pourrais prendre mon t-shirt, hein, c'est pareil. Hein. Bon, disons que mon t-shirt vaut, je crois qu'il vaut 11,99 €. Mais bon. Mon t-shirt vaut 11,99 €. Mon t-shirt, je dis qu'il vaut 11,99 €, mais je pourrais aussi dire ce t-shirt-là vaut 11 stylos. C'est possible. Disons que ça vaut à peu près 1 € un stylo. Et donc, ça ne nous choque pas. C'est-à-dire que si je vous dis un t-shirt, ça vaut 10 ou 11 stylos, c'est pas choquant. Si? Pas vraiment. On est habitué à ça. Je vous dis un t-shirt vaut 11,99 €, c'est pas choquant. Bon. Et Marx nous incite à voir ce qu'il peut y avoir de choquant dans cette opération. Ce qu'il dit, attendez, si on peut exprimer la valeur d'une marchandise avec une autre marchandise et dire un t-shirt vaut X quantité de stylos ou un t-shirt vaut X €, ça veut donc dire que les deux marchandises, puisqu'elles sont comparables, commensurables, elles ont quelque chose en commun. C'est logique. Mais qu'est-ce qu'un stylo et un t-shirt pourraient bien avoir en commun? Donc Marx, il va rejeter comme ça successivement tous les candidats. Il va dire, voilà, est-ce que le t-shirt et le stylo ont en commun une valeur d'usage? Ah non, je veux dire, on n'utilise pas du tout un t-shirt, ça ne remplit pas du tout la même fonction, un t-shirt et un stylo. Donc ce que le t-shirt et le stylo ont en commun, ce ne sont pas du tout des qualités qui rentrent dans leur valeur d'usage, dans l'utilité qu'ils présentent pour nous. Bon. Alors je passe un petit peu sur les autres candidats. Mais disons que très vite, Marx en arrive à dire que la seule chose que le t-shirt et le stylo ont en commun, c'est d'être des produits du travail. Il a fallu travailler pour produire un stylo et pour produire un t-shirt. Bon, donc, voilà déjà la première énigme. Comment peut-on échanger des marchandises les unes contre les autres et les exprimer dans des quantités relatives? Et bien simplement en allant dégager ce qu'elles ont en commun, ce que Marx appelle leur valeur, et la valeur dépend du fait que ce sont des produits du travail. Mais maintenant, il faut aller un tout petit peu plus loin. Parce que l'énigme persiste. Quel est le point commun? Quelles sont les similarités entre le travail d'un ouvrier qui produit un stylo et le travail d'un tisserand qui produit un t-shirt? Il n'y a rien en commun entre les deux. On est bien d'accord?
Donc, ce que Marx explique dans le Capital, c'est que, certes, le stylo et le t-shirt ont en commun d'être des produits du travail, mais ce qu'ils ont en commun, c'est un travail abstrait. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il a fallu une certaine quantité abstraite de travail exprimée en temps abstrait pour pouvoir les produire. Et c'est ça la valeur de la marchandise. La valeur de la marchandise, selon Marx, dépend de la quantité abstraite de travail que cette marchandise contient. Et ça s'exprime en temps abstrait, c'est-à-dire que pourquoi le stylo est-il moins cher que le t-shirt? Parce que disons que il a fallu, voilà, c'est pour les besoins de la démonstration, 1 heure de travail pour produire ce stylo, il vaut donc 1 euro. Le t-shirt, disons, pour les besoins de la démonstration, qu'il a fallu 10 heures de travail pour le produire, et il vaut donc 10 euros. C'est un peu schématique, mais voilà l'idée. Donc, la valeur d'une marchandise, vous allez voir, c'est très important pour comprendre les séries. Je sais que pour l'instant, on n'y est pas, mais je pense que c'est important. Donc, on aura compris que la valeur d'une marchandise, elle dépend de la quantité abstraite de travail qu'elle contient, et que cette quantité abstraite, elle est elle-même exprimée en temps abstrait, en heures, en minutes, secondes, etc. Et c'est là qu'intervient le tisserand. C'est là qu'intervient le tisserand. Le tisserand, il est malin, très malin. Il dit, mais si la valeur d'une marchandise, elle dépend du temps que je vais passer à la produire, ben, j'ai qu'à tirer au flanc. Plutôt que de mettre 10 heures, je vais un petit peu papillonner et mettre 20 heures et je vais la vendre 20 euros. Malin le tisserand. Mais vous voyez bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça que Marx explique dans le Capital. Il dit, ben non, c'est pas le temps effectif que vous avez passé à produire la chemise qui détermine sa valeur, mais le temps moyen qu'il faut dans une société, dans les conditions de production de cette société, pour produire une chemise ou un t-shirt. Ouais, vous suivez toujours? Ok. Donc, et c'est à ça que je voulais en venir. Et j'ai fait pas mal de raccourcis, mais c'est à ça que je voulais en venir. Arrive le métier à tisser. Arrive une invention technologique qui va permettre de produire des chemises de manière beaucoup plus rapide. Suite à l'introduction du métier à tisser, et alors qu'il fallait jusque-là 10 heures pour produire une chemise, il ne faut plus qu'1 heure. Donc une chemise ne vaut plus qu'1 euro, puisqu'il faut en moyenne, c'est ce que Marx appelle le temps de travail socialement nécessaire, en moyenne, suite à l'introduction du métier à tisser, il ne faut plus qu'1 heure pour produire une chemise, et les chemises ne valent plus, par conséquent, qu'1 euro. Maintenant, on va se mettre dans la peau du tisserand. Donc le tisserand, il a produit sa chemise, mais lui, il n'a pas le métier à tisser, il n'a pas le capital pour l'acheter. Il y a un client qui arrive et qui lui dit « J'aimerais une chemise. » Bah oui, c'est 10 euros. Ah bah non, c'est pas 10 euros. Maintenant, les chemises, c'est 1 euro. Mais comment ça, c'est 1 euro? Ah bah ouais, il y a le métier à tisser maintenant. Les chemises, toi, tu vends trop cher. Et le tisserand, il dit bah, « Attends, non, mais non, moi, j'ai mis 10 heures à la produire. J'ai mis 10 heures à la produire, donc je la vends 10 euros. » Le client, il dit « Bah non. Non, tu la vends 1 euro parce que maintenant, c'est ça que ça vaut. » Alors, ce point, à mon avis, il est vraiment important. Parce que Marx a compris quelque chose de fondamental dans le Capital sur les innovations technologiques. Il n'y a pas plus, j'exagère un peu en disant ça, il n'y a peut-être pas plus antidémocratique qu'une innovation technologique. Pourquoi? Parce que le tisserand, qui, lui, va continuer à mettre 10 heures pour produire des chemises qui ne valent plus 10 euros mais 1 euro, vous comprenez bien qu'il va mettre la clé sous la porte très vite. Eh oui. Et il va être obligé de vendre la seule chose qui lui reste, c'est-à-dire sa force de travail, auprès d'une industrie qui dispose du capital pour pouvoir acheter les métiers à tisser. Donc il y a eu une innovation technologique qui a eu des conséquences dramatiques, existentiellement terribles sur la vie du tisserand, qui s'est retrouvé prolétaire, alors même qu'il n'a jamais voulu l'introduction de ces technologies. Donc ce que Marx a compris, c'est que les innovations technologiques qui viennent très concrètement changer la vie des gens, qui viennent transformer en profondeur les structures sociales,
ne sont soumises à aucune procédure de contrôle démocratique. Vous voyez ? Parce que si vous interrogez le tisserand, il vous dira « Ouais, mais moi, je n'ai pas voulu l'introduction du métier à tisser. Qui nous a consulté? Est-ce qu'on nous a consulté, nous autres les tisserands, pour savoir si on en voulait de cette innovation ?» Ben non, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On consulte bien le peuple à propos des choses qui, certes, modifient sa vie, ça et là, mais à propos des innovations, par exemple, qui vont transformer en profondeur la vie du peuple et transformer en profondeur la face des sociétés, là, pour le coup, il n'y a pas de contrôle ou il n'y a pas de procédure démocratique. Vous voyez ? Et je voulais en venir à ça parce que je pense que c'est ça qui se passe avec l'industrie numérique. Qu'est-ce qui a autant et aussi concrètement transformé nos vies que les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, les vidéos à la demande, etc. Donc, je dirais que ces dernières années, et on verra si vous êtes d'accord, peut-être qu'on pourra en discuter, mais vraiment, vraiment, ce qui a changé, ce qui a tout changé dans la société, donc les innovations technologiques, est-ce qu'à un seul moment, il a été demandé aux citoyens s'ils en voulaient? Non. Ça échappe au contrôle démocratique. Donc, ce qu'on peut regarder, ce qu'on peut voir à partir de l'analyse du capital, c'est que les innovations technologiques qui viennent très concrètement modifier nos vies, comme le métier à tisser modifiait la vie du tisserand, échappent aux procédures démocratiques. Bon. Alors, on pourrait dire que, si on suit Marx, mais on trouve aussi ça chez Guy Debord dans La Société du spectacle, on pourrait dire que nous sommes tous un peu comme le tisserand de Marx. Nous sommes tous médusés, ou plus exactement sidérés, en voyant surgir des innovations technologiques dont le surgissement n'est soumis à quasiment aucun processus démocratique de contrôle. C'est pour ça que j'aime bien la notion de sidération. Sidération, ça vient du latin sidus, qui signifie l'astre, l'étoile. Alors, l'étymologie est contestée, mais apparemment il y a aussi ça dans l'étymologie du terme désir, qui est decidus, manquer d'une étoile, mais je crois que l'étymologie est contestée. Mais en tout cas, dans sidération, on a bien le latin sidus, l'astre, l'étoile. Et qu'est-ce que c'est que la sidération? Ça désigne l'action funeste ou cauchemardesque d'un astre ou d'un être qui se prétend tel sur des individus ou des groupes subissant les effets de cet astre ou de cet individu qui se prétend tel. Quand on est frappé de sidération devant quelque chose, le plus souvent on cligne des yeux. Trump, d'ailleurs, lui-même l'a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Trump, pendant une éclipse de soleil, a regardé le soleil droit dans les yeux, sans lunettes. On pourrait dire que son arrogance astrale était telle qu'il croyait sûrement pouvoir regarder, lui, le soleil dans les yeux. En tout cas, quand on est frappé de sidération, on cligne des yeux, on croise les bras, on pleurniche, et le plus souvent, on met un genou à terre. Et de toute façon, comme dit Gunther Anders au début de l'obsolescence de l'homme, à propos justement des innovations technologiques, de toute façon, on a déjà tranché au-dessus de nos têtes. On a déjà tranché au-dessus de nos têtes. Au moment où vous utilisez des technologies numériques, la décision, à savoir est-ce que oui ou non ces technologies vont être diffusées, est-ce qu'on en veut ou est-ce qu'on n'en veut pas, cette décision a déjà été prise, et pas par vous. Bon, voilà ce qu'on peut dire, je crois, en introduction, en introduisant le concept marxien de marchandise. Alors, il y a un autre aspect du concept de marchandise que je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais bon, que je vous indique rapidement. Ce que montre très bien Marx dans le Capital, c'est que la marchandise, donc le concept de marchandise qu'il construit, la marchandise, elle porte ou elle enferme en elle-même un principe d'illimitation. Qu'est-ce que ça veut dire, un principe d'illimitation? Ça veut dire que rien n'arrête la marchandise, aucune barrière, aucune frontière, aucune limite, pas même celle du sommeil.
Ce qu'explique Marx dans Le Capital, c'est que le capitalisme n'est viable qu'à la condition de produire toujours davantage de valeur, et pour cela, tous les moyens sont bons. Alors, je n'ai pas trop le temps de développer ce principe d'illimitation que Marx identifie comme étant inscrit dans la nature de la marchandise, mais disons qu'une simple observation des événements historiques des siècles derniers suffira à nous en convaincre. Aucun territoire géographique ni secteur de la vie humaine, que l'on pense à des secteurs institutionnels comme la santé ou l'éducation, des secteurs symboliques comme l'amour ou l'amitié, ou même biologiques, le corps et bien entendu le sommeil, aucun secteur de la vie humaine ne peut échapper bien longtemps à cette marchandisation à marche forcée. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que lorsqu'on lit Le Capital, on comprend pourquoi le capitalisme renverse absolument toutes les barrières, quelles qu'elles soient, géographiques, symboliques, matérielles, institutionnelles, etc. Bon. Voilà ce que je voulais vous dire d'abord, en introduisant le concept marxien de marchandise, et afin d'en faire, je vous le disais, un élément perturbateur de la pensée. Finalement, les écrans, puisque c'est de ça dont il s'agit pendant ce festidé, les écrans ont eu des conséquences délétères sur l'attention et le sommeil, sans que leur diffusion massive dans le tissu social ne soit jamais, au moins, questionnée ou soumise à une délibération citoyenne. Alors à ce propos, j'aimerais citer un texte de Platon. Oui, je ne passe pas uniquement par Marx. C'est un texte qui a été cité hier, c'est le texte du Phèdre. Et donc c'est la fin de ce dialogue dans lequel, donc dans cette fin, Platon évoque le mythe de l'invention de l'écriture. On en parlait hier. Et donc dans ce mythe, on a Teut, le dieu égyptien, le dieu de toutes les inventions, qui va voir le roi Thammuz pour lui proposer une innovation, une invention qui va, selon les dires de Teut, radicalement améliorer la science et la mémoire. Il dit, je ne sais plus exactement comment il le dit, mais Teut dit à Tammuz quelque chose comme le défaut de science et le défaut de mémoire ont enfin trouvé leur remède, et ce remède c'est l'écriture, puisque Teut va proposer à Tammuz un système permettant de consigner, d'enregistrer, d'extérioriser, d'externaliser la mémoire et les connaissances dans des tablettes, si vous voulez, dans des supports grâce à des signes abstraits, donc l'écriture. Bon. On s'attend à ce que Tammuz remercie Teut et que Tammuz, comme nous tous, soit sidéré par la puissance de cette technologie. C'est évidemment incroyable, l'écriture. Mais non. Tammuz freine. Tammuz dit à Teut, attends, c'est vrai que ça a l'air bien. C'est vrai que ça a l'air bien ton truc là. Sûrement que ça doit aider la mémoire et la science, mais attends. Si jamais on confie à des supports externes le soin de mémoriser à notre place, est-ce que nous-mêmes, on ne va pas s'abstenir de mémoriser? Est-ce qu'on ne va pas perdre la mémoire d'une certaine manière? Et là, Tammuz dit quelque chose d'absolument fondamental. Il dit à Teut, ô Dieu Teut, différent est celui qui est capable d'inventer des procédés de celui qui est capable d'apprécier la part de poison et de remède qui entre dans ces procédés. À ce moment-là, il y a un terme en grec qui intervient, c'est un terme, je ne sais pas si c'est Platon qui l'utilise, mais en tout cas qui sera beaucoup utilisé par un philosophe contemporain qui s'appelle Bernard Stiegler, qui est le terme de pharmakon. Pharmakon en grec, donc ça signifie, disons, le médicament, mais disons que le terme de pharmakon, en grec, signifie à la fois et de manière indissoluble le poison et le remède.
Et les innovations technologiques, elles sont quelque part pensées comme des pharmacones, c'est-à-dire que bien évidemment qu'une innovation technologique apporte un remède d'une manière ou d'une autre, mais ce que Platon est en train de nous dire, c'est qu'il faut toujours essayer d'apprécier la part de poison qui rentre aussi dans une innovation technologique. Et c'est ça que Tammuz essaye de faire. Tammuz cherche à évaluer la part de poison qui peut entrer dans l'invention de l'écriture. Donc, bien évidemment que c'est un remède important, mais peut-être que le poison est supérieur au remède. J'en sais rien. Il faudrait relire Platon pour ça. Un autre philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc Gunther Anders, qui a écrit L'obsolescence de l'homme, le dit à sa manière en disant, voilà, n'oubliez jamais que la plupart des cadeaux de la technologie sont des entraves déguisées. Donc, au XXIe siècle, il faudrait plus de Tammuz. Et je vous invite tous et toutes à être des Tammuz. C'est-à-dire que devant chaque innovation technologique, il faut toujours se demander, il faut se dire, ah oui, pharmacone, poison et remède. Et peut-être que la part de poison, cette fois-ci, est supérieure au remède. Et à ce moment-là, on n'en veut pas. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, c'est mon cas, le smartphone, j'en ai pas pour ça. Bien évidemment que c'est incroyable, les smartphones. Ça permet de faire des choses absolument incroyables. Mais la part de poison que ça apporte dans ma vie est tellement plus importante que les remèdes que ça m'apporte que j'ai décidé de m'en séparer. Et je ne peux que vous insister à en faire de même. Je ne vais pas donner de leçons, mais je vous dis qu'on vit super bien sans smartphone. Voilà, c'est dit. C'est dit. Voilà, c'est dit. Bon, j'en viens à la question plus spécifique des séries. Et je vais conclure là-dessus, mais ça va quand même être un peu long. Mais ça va, je pense que normalement je vais être dans les temps. Alors, on a vu, même si je n'ai pas eu le temps de l'expliquer en détail, on a vu que la marchandise, elle portait dans sa nature un principe d'illimitation. Et qu'est-ce que c'est que le principe d'illimitation? Je vous le disais, c'est que ce que Marx identifie comme l'une des logiques propres du capitalisme, c'est de produire toujours davantage de valeur. Voilà, le capitalisme, c'est vraiment le système économique qui ne s'arrête jamais. Voilà. Je ne sais plus si c'est Marx ou Debord qui dit ça, mais rien n'est plus contraire au capitalisme que le repos. C'est toujours au mouvement. Et ça, il l'explique par la nature même de la marchandise. Alors, ce principe d'illimitation que Marx a logé au cœur de la marchandise, c'est bien ce qui, je crois, nous permet d'expliquer ce qui a poussé le capitalisme à monter à l'assaut du sommeil et de l'attention, comme je le disais au début de cette conférence. Et ce principe d'illimitation, qui donc permet d'expliquer ce fait que l'ultime barrière biologique qu'est le sommeil s'apprête à être capitalisée et valorisée, puisque même maintenant en dormant on peut produire des Pokémon. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Bon, ce principe d'illimitation, je pense qu'il se vérifie tout à fait dans la forme série, dans les séries télé. Mais maintenant c'est has-been, excusez-moi, mais de dire série télé, il faut dire les séries, quoi. Les séries. Bon. Alors, en quoi est-ce que les séries exemplifient ce principe d'illimitation inscrit au cœur même de la marchandise? Bien, contrairement à un film, et hormis quelques exceptions de séries produites pour une seule saison, ou disons dans l'idée qu'elles auront un terme, voilà, il y a quelques séries, il y a quelques scénaristes qui produisent des séries en sachant pertinemment qu'elles vont finir soit au bout d'une saison, soit au bout de 2 saisons. Mais ça, c'est l'exception, hein, c'est pas la règle. Donc, hormis ces quelques ces exceptions, la série, le principe même de la série, c'est de ne pas connaître de fin. Le principe même de la forme série, c'est de ne pas connaître de fin. Autrement dit, la fin n'appartient pas de principe à la forme série, c'est ça qui l'un des points qui la distingue du film, et donc elle s'inscrit de plein droit, semble-t-il, dans le registre du sans limite, du no limit qui caractérise la société actuelle. Tant que la série rapporte de l'argent, on peut toujours rempiler pour une saison. Et écoutez les scénaristes à ce propos, qui s'arrachent les cheveux, étant donné la difficulté de leur travail, puisque le rôle d'un scénariste, c'est de toujours maintenir le spectateur en haleine, ce qu'on appelle les cliffhangers, donc
voilà, cette espèce de suspense que vous avez à la fin de l'épisode ou à la fin d'une saison, mais un scénariste, il ne sait jamais, ou il ne sait pas toujours, si une autre saison va se produire. Donc il ne sait pas si là il doit finir ou s'il ne doit pas finir, donc il doit à la fois finir et ne pas finir. Parce que si jamais les studios sont contents, s'il y a suffisamment de buzz, d'audimat, etc., allez, on rempile pour une saison. Et si jamais le studio décide de ne plus financer, c'est terminé, la série elle s'arrête. Voilà. C'est un casse-tête pour les scénaristes, les pauvres. Donc la série elle est sans fin, et si vous me permettez un jeu de mots facile, mais qui dit quelque chose de vrai, vous le voyez venir avec les grosses caisses, je crois qu'elle se mange sans fin, FAIM. Les séries sont produites pour être des objets hautement addictifs. Il s'agit, et là je cite Gérard Wachman, dans son livre « Les séries, le monde, la crise, les femmes », je le cite, il présente la série comme un produit parfaitement conçu, si bien dosé qu'on comprend qu'il y ait une affinité des séries avec le thème de la drogue, les séries étant elles-mêmes développées comme des produits hautement addictifs. Objet exemplaire de notre mode de consommation qui tend à une addiction généralisée, la série pourrait légitimement prétendre au label « objet du siècle ». Et il n'est pas étonnant que le sommeil, cette ultime limite biologique posée à la valorisation du temps mort, il n'est pas étonnant que le sommeil ne puisse y résister. Et pour étayer cela, je voudrais vous citer longuement Gunther Anders. Dans son livre « L'obsolescence de l'homme », et notamment le texte suivant. Donc, le texte est un peu long, mais il est tellement incroyable que je refuse de le résumer. Je veux le lire. Il est hallucinant, ce texte. Et j'espère vous en convaincre. Voilà ce que Gunther Anders écrit dans L'obsolescence de l'homme. Je vais même boire un peu d'eau. C'est tellement bien que voilà, il ne faut pas gâcher. Il écrit « On ne saurait attendre d'hommes oppressés dans leur travail quotidien par l'étroitesse d'une occupation très spécialisée et assez peu supportable, et que l'ennui accable, qu'à l'instant où l'ennui et la pression cessent, après le travail, ils puissent aisément retrouver leur forme humaine, redevenir eux-mêmes, pour autant qu'ils aient encore un soi, ou même seulement le vouloir. Le moment où la dure pression à laquelle ils sont soumis se relâche ressemble plutôt à une explosion. Et comme ces êtres libérés si soudainement de leur travail ne connaissent rien d'autre que l'aliénation, ils se jettent, lorsqu'ils ne sont pas tout simplement épuisés, sur des milliers de choses différentes, sur n'importe quoi qui puisse relancer le cours du temps après le calme plat de l'ennui et les transporter dans un autre rythme. Ils se jettent donc sur la rapide succession de scènes que leur propose la télévision. Rien ne satisfait aussi complètement cette fin, si compréhensible d'omniprésence et de changement rapide, que la radio et la télévision. Il dit rien, mais si, c'est juste que lui, il n'a pas connu ça. Les séries, enfin en tout cas, il n'a pas connu les plateformes de VOD. Rien ne satisfait aussi complètement cette fin si compréhensible d'omniprésence et de changement rapide que la radio et la télévision. Elle favorise en même temps le désir et son exténuation, tension et relâchement, rythme et inactivité, dépendance et détente, elles servent tout cela simultanément. Elles nous dispensent même d'avoir à courir après les distractions, puisque désormais ce sont elles qui courent après nous. Bref, il est impossible de résister à une tentation pareille. Donc vous voyez, en fait, ce qu'explique Gunther Anders, je pense que c'est ça qu'il a vraiment voulu expliquer. C'est le moment où, épuisé après une journée de travail qui vous a vidé de votre énergie, de votre attention disponible, la seule chose qui vous reste, puisque cette énergie, ce stock d'énergie et d'attention a été dilapidé par le travail, la seule chose qui vous reste, c'est de vous affaler sur votre canapé et de dire mais il y a quoi sur Netflix ce soir ? Et de laisser la série s'occuper d'être vous à votre place. C'est un peu comme dans cette incroyable chanson de Bob Dylan qui s'appelle Mr. Tambourine Man, je crois qu'il parle de la drogue, et il dit « Let me forget about today until tomorrow ». Laisse-moi oublier aujourd'hui jusqu'à demain. Je pense que c'est ça que font les séries. Bon, j'arrive bientôt au terme de cette conférence, si vous avez encore un peu d'énergie, ça va ? Ouais ? Ok.
Et à nouveau, j'aimerais parler de Platon et d'une phrase que l'on trouve, d'une réflexion que l'on trouve dans le livre 3 de la République. Je crois que c'est dans le livre 3. Et c'est une phrase qui a fait couler beaucoup d'encre, ou en tout cas une réflexion de Platon, voilà, qui lui a valu certaines accusations, notamment en disant, voilà, Platon, tu exagères un peu, on a l'impression que c'est une sorte de lubie autoritaire. Bon. Vous savez que Platon, alors il dit, voilà, exclut les poètes de la cité, mais il dit, mais d'abord on leur met des couronnes de fleurs et puis on leur dit, bon, allez-vous-en maintenant. Mais c'est pas cette phrase, c'est pas cette réflexion de Platon que je veux citer ici. Dans le livre 3 de la République, et lorsqu'il envisage sa cité idéale, Platon dit, dans la cité idéale, je suis désolé, mais il faudra éduquer les nourrices. Il faut éduquer les nourrices. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il faut éduquer les nourrices ? Et vraiment, je ne suis pas loin de penser, enfin en tout cas à mes yeux, que c'est le passage le plus important de la République. En tout cas, celui qui résonne le plus fortement avec le XXIe siècle. Il faut donc éduquer les nourrices. On se dit, ouais, bon, ok, pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les nourrices qui racontent les histoires aux enfants. Les nourrices, pour endormir les enfants, leur racontent des mythes, notamment l'Iliade et l'Odyssée. Et ce que Platon a bien vu dans la République, c'est que la différence entre l'allégorie et le mythe, c'est que le mythe n'est pas transparent. Le mythe, comme le dit Platon, c'est une parole qui réserve son sens. C'est une parole, c'est une belle et antique parole, je crois que c'est ça qu'il dit dans le Ménon, c'est une belle et antique parole qui demande à être interprétée. Ce n'est pas le cas de l'allégorie, c'est pour ça qu'on ne parle pas du mythe de la caverne, c'est l'allégorie de la caverne. La caverne, vous trouvez ça dans le livre 7 de Platon, et pour comprendre l'allégorie de la caverne, normalement, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que dans le livre 6, Platon a présenté sa théorie de la connaissance, et il vous donne la clé de lecture pour comprendre ce qu'il va dire sur la caverne. Bon. Donc, la différence entre le mythe et l'allégorie, c'est que le mythe demande à être interprété. Et le problème, c'est que ce sont les nourrices qui interprètent les mythes. Et ça, ce n'est pas sans conséquence, et c'est ça que Platon a vu. Platon a très bien compris que la société se structurait autour de l'interprétation des mythes. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes nourrice, et vous racontez l'Iliade aux bambins, aux petits Grecs dont vous avez la charge. Et puis, vous vous demandez, qui est le personnage le plus intelligent dans l'Iliade ? Alors tout de suite, je vois c'est Ulysse. Ulysse aux 1000 ruses. Ulysse qui mise sur le bon cheval et qui permet à Agamemnon, à l'armée d'Agamemnon, de prendre Troie. Voilà. Mais on pourrait tout aussi bien dire que le plus intelligent dans l'Iliade, c'est Achille, parce que Achille, il défie les dieux. Et peut-être même qu'on pourrait dire que le plus intelligent dans l'Iliade, c'est Priam, parce que Priam, il cherche à éviter la guerre. Donc, selon l'interprétation que la nourrice va faire, elle va promouvoir dans l'âme malléable du jeune grec des valeurs autour desquelles il va faire société. Parce que ce que Platon a bien compris, c'est que les Grecs, les petits Grecs, modèlent leur comportement à partir des figures héroïques qu'ils admirent. Voyez ? Et si vous considérez que le sommet de l'intelligence, il est chez Ulysse, et c'est pas sans conséquence sur la manière dont vous allez agir en société, si vous pensez l'intelligence comme ruse. Bon. Donc Platon dit, si on veut une cité bien gouvernée, il faut éduquer les nourrices. Il faut veiller à ce que l'interprétation que font les nourrices des mythes ne véhicule pas dans la société des valeurs dont on ne veut pas. Bon. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense que rien n'a changé. Et que quelque part, les séries, ce sont les nouvelles nourrices, sauf que, ou alors plutôt, ce sont les nounous numériques, sauf que personne ne nous les raconte, c'est-à-dire qu'on est juste en train comme ça de les regarder, quoi. Et quelque part, les séries, ce sont de nouveaux mythes autour desquels nous faisons société,
et qui contribue à diffuser dans la société certaines valeurs, certaines idéologies, certaines manières de penser que l'on peut au moins essayer de questionner. Et je vais vous donner un exemple. Je présentais à mes étudiants certaines thèses que je voulais développer sur les séries, et la plupart de mes étudiants m'ont dit « voilà, il faut absolument voir Sex Education ». Sex Education. C'est pas rien quand quelqu'un vous conseille une série. Hein. C'est quand même pas rien parce que vous allez quand même dépenser ce que Baudrillard appelle du capital chronométrique. Donc c'est-à-dire que du temps, enfin vous allez dépenser du temps. Quoi. Bon. Donc tiens, regarde Sex Education. Alors j'ai dit bon ok, allez, je regarde le premier épisode. Ça m'a suffi. Ça m'a suffi pour comprendre, enfin voilà, pour au moins choisir quelque chose, enfin pour avoir un exemple à propos de ces nouvelles nourrices que sont les séries. Et voilà de quoi il s'agit. Dans cet épisode, alors vous avez donc Sex Education, vous vous doutez bien, hein, c'est une série qui porte sur l'éducation sexuelle des adolescents aux États-Unis. Bon. Et dans cet épisode, vous avez un personnage qui n'arrive pas à éjaculer. Voilà, il n'arrive pas à éjaculer, et donc il couche avec sa copine, et puis il a des problèmes. Il n'a pas de problème d'érection, mais il n'arrive pas à éjaculer. Et alors il n'arrive pas à éjaculer, on le comprend en fait dans cette série, c'est explicitement présenté, parce qu'il a en fait un trop gros sexe, et parce que en fait il est le fils du principal du lycée, et ça lui fait peser une énorme responsabilité dessus. Voilà. Et donc à un moment, il y a une scène hallucinante où il s'est isolé dans les toilettes en pleurant parce que voilà, il pleure. Et il y a deux personnages qui sont les personnages principaux qui viennent le voir et qui lui disent voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Et il dit ben non, j'en ai marre d'être défini par le fait d'avoir un gros sexe et par le fait d'être le fils du principal, je suis autre chose que ça, etc. etc. Bon. Comment est-ce que donc là, on n'est pas dans l'élément perturbateur, là, on va être dans donc là, c'est la péripétie, on va être dans l'élément de résolution jusqu'à la situation finale. Et le personnage principal de la série va lui tenir un discours qui est mais tellement saturé d'idéologie et d'une idéologie que je combattrai toute ma vie. Et cette idéologie, c'est la suivante. Voilà ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, donc le type est dans les toilettes, l'autre il est à l'extérieur, et il lui dit, tu sais, il t'appartient à toi de changer ton histoire. You are the master of your own narrative. Tu es l'auteur de ton propre récit. Tu ne pourras pas changer la largeur de ton sexe et le fait que tu es un fils du principal. Ce que tu peux changer, c'est ta manière de vivre cette histoire. Il faut que tu changes ta narration. Voilà. Et c'est ça qui va te permettre de t'émanciper, c'est ça qui va te permettre de te rendre heureux. Voilà. Cette idéologie-là, je n'en peux plus. C'est une idéologie qui est directement héritée, qui nous vient directement de la Californie New Age des années 60, qui irrigue d'une manière insupportable le développement personnel et qui nous dit que pour être heureux, il suffit simplement de changer son histoire. Voilà. Comme si tout était simplement affaire de récit et que comme s'il appartenait à l'individu souverain de simplement devenir auteur, acteur et personnage de son propre récit et de s'émanciper de cette manière, de se développer de cette manière-là. Et désolé pour c'est comme ça qu'on dit maintenant, pour les spoilers, mais désolé de vous divulgacher, si vous voulez regarder Sex Education, je ne vous le conseille pas, c'est pas excellent, c'est même tout à fait nul. Et suite à ça, vous vous en doutez, oh, I am the master of my own narrative. Et voilà, et il couche avec sa copine, et il éjacule, et tout le monde est content. Voilà. Bon. Donc vous voyez, c'est pas simplement que les séries, elles nous racontent des histoires, comme les nourrices de Platon. En plus, elles nous racontent des histoires, au sens elles nous racontent des salades sur les histoires et sur le récit. Elles entretiennent l'illusion d'un individu souverain dont la destinée dépendrait, ou le bonheur dépendrait, de son aptitude à changer son récit. Alors celui qui ne s'y est pas trompé là-dessus, c'est Bill Clinton, dans ses mémoires, qui disait que finalement, la politique, selon lui, n'était autre, et je le cite, qu'un moyen de donner aux gens la possibilité d'améliorer leur histoire. Voilà. Bon.
cette idéologie du développement de soi par la transformation de son récit, elle est extrêmement présente dans les séries, notamment dans les séries américaines, et elle doit être, enfin en tout cas moi je la combattrai par tous les moyens possibles. Je reviens sur Marx. Je pense que Marx n'aurait jamais pu concevoir une telle aliénation. Parce que vous savez que Marx disait que la religion était l'opium du peuple. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il voulait dire que la religion était l'opium du peuple parce que la promesse d'une vie meilleure dans l'au-delà décourageait les ouvriers ici-bas de transformer leurs conditions matérielles d'existence. Donc ça les endormait. Puisque le paradis m'est promis, je n'ai pas de raison d'aller casser, de devenir luddite et d'aller casser le métier à tisser qui m'a prolétarisé. Puisque dans l'au-delà, les justes seront récompensés. Je disais que Marx n'aurait jamais pu concevoir une telle aliénation, donc celle qui est diffusée, me semble-t-il, par les séries, puisqu'ici la mystification est totale, puisque l'on fait peser sur l'individu la responsabilité totale de son existence. C'est une sorte d'existentialisme qui aurait très mal, mais alors vraiment très mal tourné. L'individu, donc, dans la société au XXIe siècle, est promu, je le disais, au rang d'auteur, d'acteur et de personnage de son propre récit, cultivant ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Cet individu souverain, capitaine de son récit, est marié à son ego, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort les sépare. Pas étonnant que tout le monde soit déprimé. La dépression, c'est le mal du siècle. Et étant donné les responsabilités que l'on fait peser sur les épaules des individus, ce n'est absolument pas surprenant. Alors je ne dis pas ça de nulle part, il y a un livre dont je vous conseille très vivement la lecture, c'est un livre d'Alain Ehrenberg qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Dépression et société. Alors c'est pas un livre très c'est pas très réjouissant. C'est pas un livre de développement personnel qui va vous dire en fait que simplement pour changer votre vie il faut se lever tôt le matin et faire du yoga quoi. Enfin je veux dire ce sont des choses un peu lourdes mais bon. Et Alain Ehrenberg dans ce livre il fait donc de la dépression une maladie des sociétés fondée sur les valeurs de la responsabilité et de l'initiative. Au fond, la grande thèse de Alain Ehrenberg, mais il y en a plein de thèses dans ce livre, c'est vraiment un livre important à mes yeux. La thèse d'Alain Ehrenberg, c'est que nous sommes passés de modèles sociaux fondés sur l'interdit et la culpabilité, et Alain Ehrenberg dit, c'est au sein de ce terreau-là qu'est née la psychanalyse, puisque l'interdit et la transgression de l'interdit génèrent des individus névrosés. Mais nous sommes passés de modèles sociaux fondés sur l'interdit et la culpabilité à des modèles sociaux fondés sur la responsabilité et l'initiative. Où vous êtes invité, je suis désolé, je suis obligé de le faire en anglais parce que c'est la devise actuelle, où vous êtes invité à devenir, je le disais, the masters, les maîtres of your own narratives, de votre propre récit. Et donc Alain Ehrenberg explique que finalement la dépression c'est la maladie de l'homme, de l'individu souverain, responsable de lui-même, à qui est soumis à des impératifs de productivité, de transformation de soi, etc., et qui tout simplement n'en peut plus. Bon. Et donc l'aliénation, je dirais, là, elle est quand même totale, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'endormir les masses, il s'agit en plus, lorsque vous êtes malheureux, de faire peser sur vous la responsabilité de votre malheur, puisque vous n'avez qu'à changer votre récit, donc pourquoi vous ne le faites pas? Bon, le problème c'est qu'au sein de ces sociétés que décrit Alain Ehrenberg, mais qui sont aussi celles décrites par Gunther Anders, par Guy Debord, par Marx déjà, mais peut-être surtout dans